Les lustres projetaient une lumière prismatique dans la grande salle de bal de l'hôtel Georges V, à Paris, où l'élite parisienne se mêlait dans leur tenue de créateur. Méline Foster, 28 ans, réajusta sa simple robe cocktail noire, le seul vêtement de soirée qu'elle possédait, et lutta contre l'envie de s'enfuir. En tant qu'interprète en langue des signes française pour le gala caritatif de l'hôpital des enfants de Paris, elle ne se sentait pas à sa place parmi ces riches mécènes, mais elle avait désespérément besoin de ce travail, en freelance. Souviens-toi, contente-toi de te fondre dans la foule et d'être disponible si besoin, lui avait recommandé la coordinatrice de son agence. Jusqu'ici, personne n'avait requis ses services, ce qui la faisait se sentir de plus en plus invisible en circulant dans la salle. C'est alors qu'elle la vit. Dans un coin du salon à moitié caché derrière une colonne de marbre, se tenait une adolescente en robe bleu nuit. Tandis que tout le monde autour d'elle riait et bavardait avec animation, elle restait silencieuse, les yeux attentifs et intelligents. Malgré sa robe de créateur et les diamants à ses oreilles, quelque chose dans sa posture, la légère tension de ses épaules, la manière minutieuse dont elle observait les lèvres en mouvement, fut immédiatement reconnaissable pour Méline. La jeune fille à Schwamp était sourde, et personne ne lui parlait. L'attention de Méline se détourna lorsqu'une vague d'excitation parcourut la foule. Jacques Pierce, magnate de la technologie et invité d'honneur de la soirée, venait d'arriver. Sa société Pierce Innovations avait fait don de plusieurs millions d'euros pour la nouvelle aile pédiatrique de l'hôpital. Les flashs crépitèrent à son entrée, un homme grand aux cheveux poivre et sel, et à la présence impressionnante. Les gens se dirigeaient vers lui comme des papillons vers la lumière, avides de partager son éclat. « Monsieur Pierce par ici », appelaient photographes et journalistes, tandis que les mécènes se bousculaient pour lui serrer la main. Méline jeta un regard vers la jeune fille, en bleu remarquant la façon dont elle observait son père, car qui d'autre, ce célèbre Jacques Pierce, pouvait-il être pour elle? Un mélange de fierté et de résignation traversa ses traits. Pas une seule fois Pierce ne regarda dans la direction de sa fille, et pas une seule personne ne s'approcha d'elle. Prenant une profonde inspiration, Méline traversa la salle. À mesure qu'elle approchait, les yeux de l'adolescente s'écarquillèrent légèrement, surprise d'être abordée directement. « Bonjour », signa Méline, ses mains, formant le salut avec aisance. « Je m'appelle Méline. Et toi, comment t'appelles-tu » Le visage de la jeune fille se transforma. Le masque prudent d'indifférence polie disparut remplacé par un sourire d'une joie si sincère qu'il serra le cœur de Méline. Depuis combien de temps personne n'avait-il communiqué avec cet enfant dans sa propre langue? « Je m'appelle Olivia », répondit-elle en langue des signes française, ses mouvements rapides et élégants. « Tu connais la LSF, tu es sourde, toi aussi ?»« Non », signa Méline en laissant danser ses doigts. « Je suis interprète. Je travaille parfois à l'hôpital, pour enfants. Celui où mon père a fait un don. » Olivia hocha la tête, une lueur complexe traversant son visage. « Je suis censée rester ici et avoir l'air jolie pour les photos plus tard. » L'amertume de son expression dit tout à Méline. Olivia était habituée à être un décor, pas une participante. « Eh bien, en attendant, » signa Méline, « aimerais-tu un peu de compagnie qui te parle vraiment ?» Le rire silencieux mais expressif d'Olivia jaillit. « Oh oui, j'ai passé la soirée à lire sur les lèvres des gens jusqu'à en avoir mal aux yeux. Tu sais combien de personnes ici m'ont demandé si je pouvais lire sur leurs lèvres, puis exagèrent chaque mot comme si j'avais 5 ans. » Méline sourit comprenant parfaitement. Ou ceux qui crient, parce qu'apparemment, être sourde signifie aussi être stupide. « Exactement », signa Olivia,
avec animation. Ou mon préféré, dès qu'ils apprennent que je suis sourde, ils se mettent aussitôt à parler à la personne qui m'accompagne, comme si j'étais soudain devenu invisible. Au fil de leur conversation, Méline remarqua que les épaules d'Olivia se détendaient, que ses yeux s'illuminaient. Cette jeune fille était brillante, pleine d'esprit, avide d'un véritable échange. « Je suis en terminale ?» expliqua Olivia lorsque Méline lui demanda pour l'école. « Je fréquente le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. C'est un lycée ordinaire, mais ils ont un programme pour les élèves sourds. »« As-tu beaucoup d'amis là-bas » demanda Méline. Les mains d'Olivia hésitèrent. « Pas vraiment. Les élèves entendants pensent que je me crois supérieure parce que je suis la fille de Pierce, et les élèves sourds pensent que je suis privilégiée et que je ne comprends pas leurs difficultés. »« Ça doit être solitaire, » répondit honnêtement Méline. « C'est comme ça, » signa Olivia avec un haussement d'épaules qui ne parvenait pas à dissimuler sa peine. « Au moins, j'ai mon art, je peins, et je suis plutôt douée. J'adorerais voir tes œuvres un jour, » dit Méline. De l'autre côté de la salle, Jacques Pearce captivait la foule, avec un charme rodé, apparemment inconscient de l'existence de sa fille. Méline ne put s'empêcher de remarquer comment les yeux d'Olivia dérivaient, parfois vers lui, un mélange de désir et de ressentiment dans son regard. « Ton père a l'air très occupé ce soir, » commenta Méline prudemment. Le sourire d'Olivia se fit amer. Il est toujours occupé. Pearce Innovations ne se gère pas toute seule, tu sais. Son langage des signes prit un ton moqueur, répétant clairement des mots qu'elle avait déjà vus bien des fois. Il a bâti tout un empire depuis la mort de ma mère. Je suis très fier de lui. Le caractère récité de cette phrase brisa le cœur de Méline. « Quand ta mère est-elle décédée ?» demanda-t-elle doucement. « J'avais 7 ans. C'est là que tout a changé. » Les mains d'Olivia ralentirent. Avant ça, notre maison était pleine de musique, ce qui est ironique, je sais. Ma mère était pianiste de concert. Elle tenait à ce que je vive la musique à ma façon, à travers les vibrations, à travers l'expression de son visage quand elle jouait. Après sa mort, la musique s'est tue. Papa s'est enfoui dans le travail, et je suis devenu le problème à résoudre. Le problème ? La fille sourde, les spécialistes, les opérations, les thérapies. Il voulait me réparer. Les signes d'Olivia devinrent tranchants, anguleux. Il n'a jamais appris la langue des signes, pas un seul mot. Nous avons des interprètes à la Maison des Visages qui changent tout le temps et que je connais à peine. Il ne leur parle pas à moi. Dans sa propre maison, il parle de moi à des étrangers, alors que je suis juste là. » Méline sentit une bouffée de colère contre Jacques Pearce. Comment quelqu'un d'aussi prospère pouvait-il échouer aussi gravement à communiquer avec sa propre enfant? « Je suis désolée, » signa-t-elle simplement. Olivia haussa de nouveau les épaules. « Comme je l'ai dit, c'est ainsi. » Elle jeta un coup d'œil derrière Méline, et son expression changea. « Quand on parle du loup… » Méline se retourna pour voir Jacques Pearce s'approcher, accompagné d'un photographe, et de ce qui semblait être son assistante, une femme élégante d'une 40aine d'années, avec une tablette en main. « Olivia ?» dit Pearce, ses lèvres faciles à lire tandis qu'il parlait fort et distinctement. « Nous avons besoin de toi pour les photos. » Il ne regarda pas Méline, n'accusant même pas sa présence. L'assistante esquissa un sourire crispé et fit signe à Olivia de venir. Le visage d'Olivia reprit le même masque poli qu'elle avait porté plus tôt. Avant de suivre son père, elle signa rapidement à Méline « Tu vois ce que je veux dire. Il ne se demande même pas qui tu es, ni pourquoi tu me parles. » Tandis qu'Olivia s'éloignait pour se tenir à côté de son père devant les photographes, Méline sentit naître en elle
une étrange détermination. À l'hôpital, elle avait vu de nombreux enfants, isolés par leur surdité, mais jamais quelqu'un d'aussi seul au milieu d'un tel privilège. La soirée continua, et Méline observa Olivia se tenir docilement pour les photos, hocher la tête au moment convenu et garder son sourire parfait, étudié. Pas une seule fois Pierce ni personne d'autre ne tenta de l'inclure dans les conversations qui l'entouraient. Lorsque la partie officielle de la soirée prit fin, Méline vit Olivia s'éclipser de la foule, se dirigeant vers une porte latérale qui semblait mener à une terrasse-jardin. Dans un élan spontané, Méline la suivit. Dehors, la nuit parisienne était fraîche et limpide, la terrasse illuminée par un discret éclairage paysager. Olivia se tenait contre la balustrade de pierre, contemplant les lumières de la ville en contrebas. « En fuite » signa Méline en s'approchant. Olivia se retourna, le soulagement évident sur son visage. « Juste besoin de respirer. Parfois je dois m'éloigner de toutes ces lèvres qui bougent. » Avant que Méline ne réponde, la porte de la terrasse s'ouvrit à nouveau. Jacques Pearce apparut, son expression, passant de l'inquiétude à la confusion, en voyant que sa fille n'était pas seule. « Olivia, il est temps de partir, » dit-il en regardant directement sa fille, sans faire le moindre geste pour signer. Méline vit le visage d'Olivia se fermer le mur, se dresser entre le père et la fille. Et à cet instant, elle prit une décision qui allait changer leur vie à tous. « Monsieur Pearce, » dit-elle à voix haute, tout en signant simultanément pour Olivia. « Je m'appelle Méline Foster, je suis interprète et je viens de parler avec votre fille. Elle est extraordinaire. » Pearce cligna des yeux, manifestement déconcerté par cette approche directe, venant de quelqu'un qu'il devait considérer comme du personnel de service. « Je vous remercie. Vous travaillez pour l'événement. »« Oui, » répondit Méline, continuant à signer chaque mot. « Mais en ce moment, je suis simplement quelqu'un qui pense que vous devriez savoir ce que vous perdez en n'étant pas capable de communiquer directement avec Olivia. » L'expression du milliardaire se durcit, mais Méline y vit aussi autre chose, une lueur de honte vite dissimulée. Les yeux d'Olivia étaient grands ouverts, ses mains figées, en plein mouvement. La mâchoire de Jacques Pearce se contracta. « Mademoiselle Foster » fournit Méline en continuant de signer. « Mademoiselle Foster » répéta-t-il. « J'apprécie votre sollicitude, mais ma relation avec ma fille est une affaire privée. » Méline sentit son professionnalisme vaciller. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Pearce, la communication ne devrait pas être privée. Elle devrait être accessible. » Les mains d'Olivia s'agitèrent rapidement. « Méline, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de... »« Non, ce n'est pas normal, » signa Méline, avant de s'adresser de nouveau à Pearce. « Votre fille est restée seule toute la soirée pendant que tout le monde célébrait votre générosité. Voyez-vous l'ironie ?» Un éclair de douleur sincère traversa le visage de Pearce, avant que son masque d'homme d'affaires ne revienne en place. « Vous dépassez les limites, mademoiselle Foster. Olivia, nous partons. » Il se tourna et reprit le chemin de la salle de bal, s'attendant clairement à ce que sa fille le suive. Olivia hésita ses yeux, restant fixés sur Méline. « Je suis désolée, » signa-t-elle rapidement. Il devient toujours sur la défensive avec ce sujet. C'est comme ça depuis l'accident. « Accident ?» demanda Méline, mais Olivia s'éloignait déjà. « Retrouve-moi au lycée international de Saint-Germain-en-Laye » signa Olivia, avant de disparaître par la porte. Méline resta seule, sur la terrasse, le cœur battant. Elle venait peut-être de compromettre sa réputation professionnelle, en défiant un client puissant. Pire, elle avait peut-être compliqué la vie d'Olivia. Le lendemain matin,
Méline se réveilla avec un message vocal de sa coordinatrice d'agence. « Méline, rappelle-moi immédiatement. Il y a eu une plainte au sujet de ta conduite au gala d'hier soir. » Son estomac se noua. C'était exactement ce qu'elle redoutait. Avec 2 semaines de retard de loyer et des prêts étudiants qui s'accumulaient, elle ne pouvait pas se permettre de perdre des clients. Elle avait quitté un poste stable dans l'éducation nationale parisienne 6 mois plus tôt, après des coupes budgétaires, et le travail en freelance s'était révélé bien moins fiable qu'elle ne l'espérait. Elle rappela les doigts tremblants, prête au pire. « Je peux expliquer », commença-t-elle quand sa coordinatrice répondit. « Tu vas effectivement expliquer », répliqua celle-ci sèchement. « Le bureau de Jacques Pearce a appelé ce matin. Ils t'ont demandé, toi, pour un rendez-vous privé, à son domicile cet après-midi. » Méline faillit laisser tomber son téléphone. « Quoi ? Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé hier soir, mais d'une façon ou d'une autre, tu as attiré l'attention de l'un des hommes les plus influents de Paris. C'est énorme pour l'agence, Méline. Ne gâche pas ça. » 3 heures plus tard, Méline se retrouva à franchir les imposants portails du domaine Pearce à Neuilly-sur-Seine, surplombant la Seine. La demeure de verre et de pierre d'un modernisme épuré reflétait le ciel gris austère et magnifique au milieu des jardins parfaitement entretenus. Une gouvernante l'accueillit à la porte. « Monsieur Pearce vous attend dans son bureau. Par ici, s'il vous plaît. » Méline la suivit à travers des couloirs, ornés d'œuvres dignes d'un musée. Elle remarqua une toile abstraite, saisissante de grands élans de cobalt et d'or qui tranchaient avec les pièces plus classiques. « C'est l'œuvre d'Olivia », commenta la gouvernante, en voyant son intérêt. « Elle a beaucoup de talent. » Avant que Méline ne puisse répondre, elles arrivèrent dans le bureau de Pearce, une vaste pièce aux baies vitrées dominant la rivière. Jacques Pearce se leva à leur entrée, congédiant la gouvernante d'un signe de tête. « Mademoiselle Foster, merci d'être venue. » Son ton était froidement professionnel. « Asseyez-vous, je vous prie. » Méline prit la chaise qu'il lui offrait, prête à recevoir un blâme formel, voire une demande de signer une clause de confidentialité concernant sa fille. « Je vous dois des excuses, » dit Pearce, au lieu de cela la surprenant complètement. « Je vous demande pardon. Vos paroles d'hier soir. » Il s'interrompit, visiblement mal à l'aise. Elles étaient inappropriées dans ce contexte, mais pas inexactes. On m'a fait remarquer que j'ai gravement échoué envers ma fille. La vulnérabilité de cet aveu prit Méline au dépourvu. « Monsieur, je m'excuse d'avoir parlé si franchement. Ce n'était pas ma place. »« C'était peut-être exactement votre place, » répliqua Pearce, en allant s'asseoir derrière son bureau. « Vous êtes la professionnelle après tout. C'est pourquoi je vous ai fait venir aujourd'hui. » Il posa les mains à plat sur le bureau en homme d'affaires, ordonnant ses pensées. Olivia a perdu Louis dans le même accident de voiture qui a emporté sa mère. Elle avait 7 ans. Les médecins ont parlé de lésions nerveuses permanentes, irréversibles. J'ai passé les 2 premières années après l'accident à consulter des spécialistes du monde entier, explorant chaque traitement possible, essayant de la guérir, dit-il. Méline se souvenait des mots d'Olivia. Pearce eut un léger tressaillement. Oui, je ne pouvais pas accepter que ma fille n'entendrait plus jamais. Quand j'ai fini par l'accepter, un schéma s'était déjà installé. Interprète spécialiste, professeur particulier, des gens que je payais pour communiquer avec elle, afin de ne pas avoir à affronter ma propre insuffisance. Il saisit un cadre photo sur son bureau et le tourna pour que Méline puisse voir. Un Jacques plus jeune posait avec une femme magnifique et un petit enfant rayonnant Olivia avant l'accident.
Catherine, ma femme, avait commencé à enseigner la langue des signes à Olivia quand elle était bébé. On appelait ça le baby sign. Catherine croyait en la communication sous toutes ses formes. Elle était pianiste de concert, mais elle disait toujours que la musique n'était qu'un langage parmi d'autres. Olivia m'a dit que sa mère était pianiste, observa Méline. Pierce leva brusquement les yeux. Elle a parlé de Catherine, brièvement. Elle a dit que votre maison était autrefois pleine de musique. Il reposa la photo avec précaution, comme si elle pouvait se briser. C'était vrai. Après l'accident, je ne supportais plus d'entendre de musique. J'ai vendu le piano de Catherine, cessé d'écouter les disques qu'elle aimait. Je pensais protéger Olivia de souvenirs douloureux, mais peut-être ne protégeais-je que moi-même. Méline observa les émotions qui passèrent sur son visage chagrin, regret, désir de réparer. Malgré la colère qu'elle avait ressentie la veille, sa perspective commençait à changer. « Monsieur Pierce, pourquoi exactement suis-je ici, aujourd'hui ?» Il se redressa, reprenant son rôle d'homme d'affaires. « Je veux vous engager, mademoiselle Foster, pas par l'intermédiaire de votre agence, mais directement. Un contrat personnel, pour interpréter pour Olivia. » Puis il secoua la tête. « Non. » Il marqua une pause plus ferme, pour m'enseigner la langue des signes. Pour m'apprendre la langue des signes. J'aurais dû l'apprendre il y a des années. Je veux communiquer directement avec ma fille, sans intermédiaire. Méline se renversa légèrement, véritablement surprise. C'est admirable, monsieur Pierce, mais apprendre la LSF prend du temps et demande une pratique régulière. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez maîtriser en quelques séances. Je le sais. Je suis prêt à m'engager à suivre des cours réguliers pendant au moins 1 an. 2 fois par semaine plus, si mon emploi du temps le permet. Il énonça une somme pour sa rémunération qui fit écarquiller les yeux de Méline. Cet arrangement vous intéresserait-il? Cela réglerait ses problèmes financiers du jour au lendemain. Mais l'argent n'était pas sa principale préoccupation. Avant de répondre, puis-je vous demander pourquoi, maintenant, qu'est-ce qui a changé? L'expression de Pierce s'adoucit presque imperceptiblement. Hier soir, j'ai regardé le visage de ma fille pendant que vous lui parliez en signes. Je me suis rendu compte que je ne l'avais pas vue aussi vivante depuis des années. Puis ce matin, elle a laissé ceci sur mon bureau. Il tendit à Méline une feuille pliée. À l'intérieur, une note manuscrite. « Papa, je sais que tu es en colère à propos de ce qui s'est passé avec l'interprète. Hier soir, mais pendant 10 minutes, quelqu'un m'a vu moi, pas seulement la fille sourde de Pierce. Si tu veux vraiment honorer la mémoire de maman avec tes dons à l'hôpital, souviens-toi de ce qu'elle disait toujours. La vraie guérison commence quand on est entendu. Il y a longtemps que je ne l'ai pas été. Olivia. » Méline replia soigneusement la note, la gorge serrée d'émotion. « J'ai passé des années à jeter de l'argent sur la surdité de ma fille, » dit Pierce d'une voix basse, construisant des sections d'éducation spécialisées, finançant la recherche, faisant des dons à des associations, tout en négligeant l'investissement le plus important. « Il n'est pas trop tard, » répondit Méline. « Olivia est encore jeune. Elle partira à l'université l'an prochain. Elle a déjà été acceptée à l'avance à l'École des Beaux-Arts de Paris. » Une fierté discrète traversa son visage. « J'ai une fenêtre limitée pour réparer ce que j'ai brisé. » Méline réfléchit un instant. « Monsieur Pierce, je serais ravi de vous enseigner la LSF, mais je dois être clair, ce ne sera pas une solution rapide. Apprendre la langue des signes est une chose. Reconstruire votre relation avec Olivia en est une autre. » « Je comprends. » Il se leva de son bureau. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. Maintenant, quelqu'un d'autre aimerait vous parler. » Comme s'il avait donné un signal, la porte du bureau s'ouvrit et Olivia entra.
En voyant Méline, elle afficha un véritable sourire. « Tu es venu, signa-t-elle. « Ton père m'a invité, répondit Méline en signe. Les yeux d'Olivia passèrent de Méline à son père, la confusion évidente. Pourquoi? Pierce s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Je laisserai mademoiselle Foster expliquer. J'ai une conférence téléphonique dans 5 minutes. Il fit une pause à la porte, regardant sa fille. Olivia, nous parlerons plus tard. Après son départ, les mains d'Olivia bougèrent rapidement. Que se passe-t-il? Je suis punie pour hier soir. Et toi, tu crois que tu l'es? Aucune de nous n'a de problème, assura Méline. Ton père m'a engagé pour lui apprendre la LSF. Les mains d'Olivia se figèrent en plein mouvement, son expression marquée d'une incrédulité totale. Mon père apprendre la langue des signes, c'est une blague. Je ne plaisante pas. Il semble très déterminé. Olivia s'effondra dans la chaise, que son père avait quitté le visage partagé entre l'espoir et le scepticisme. Il ne persévérera pas, il ne le fait jamais pour quoi que ce soit qui concerne ma surdité. Peut-être que cette fois sera différente, suggéra doucement Méline. Pourquoi le serait-elle? Signa Olivia ses gestes trahissant des années de déception. Parce que cette fois il n'essaie pas de te réparer, il essaie de se réparer lui-même. 3 semaines plus tard, Méline était assise face à Jacques Pierce dans son bureau, l'observant peiner avec l'alphabet digital. RENCONTREATROIS, épela-t-il, laborieusement, formant chaque lettre avec ses doigts. Bien, signa, et dit Méline simultanément sa méthode d'enseignement habituelle. Mais rappelle-toi, il existe un signe spécifique pour rencontre qui est plus rapide que l'épellation. Pierce fronça les sourcils, en tentant le signe sa frustration évidente, lorsque ses doigts ne coopéraient pas. « C'est impossible », maugréa-t-il en laissant tomber ses mains. « Je suis trop vieux pour apprendre une nouvelle langue. » « Vous avez bien appris le mandarin pour vos affaires », lui rappela Méline ayant découvert ses exploits linguistiques au fil des séances. C'était différent. J'étais plus jeune et c'était... Il s'interrompit conscient de l'implication. Plus important, compléta Méline, gardant un ton neutre. Pierce eut la décence d'avoir l'air honteux. J'allais dire plus facile, mais vous avez raison de me reprendre. Au fil de ces semaines, Méline avait découvert qu'au-delà de son allure imposante, Jacques Pierce était un homme complexe, brillant en affaires, mais émotionnellement paralysé par le chagrin capable d'une concentration immense, mais aveugle à ce qui se trouvait juste devant lui. « Essayons une autre approche », proposa Méline. « Au lieu du vocabulaire professionnel, pratiquons quelque chose que vous aimeriez vraiment dire à Olivia. » Pierce parut mal à l'aise. Par exemple, que diriez-vous de « Je suis fier de toi », c'est quelque chose que chaque enfant a besoin d'entendre. Un éclair traversa son regard. Elle pense que je ne suis pas fier d'elle. Méline choisit ses mots avec soin. Monsieur Pierce, quand lui avez-vous dit cela pour la dernière fois directement? Il ne répondit pas ce qui suffisait comme réponse. « Laissez-moi vous montrer, » dit Méline en lui démontrant le signe « Je suis fier de toi ». Pierce observa attentivement, puis imita ses mouvements avec une grâce surprenante. Malgré toutes ses plaintes, il progressait en réalité plus vite que la plupart des adultes. « Parfait », l'encouragea Méline. « Maintenant essayez « Je t'aime ». Le simple geste de la main, auriculaire, index et pouce, étendu semblait le submerger. Après une tentative, il se leva brusquement et alla vers la fenêtre. « Monsieur Pierce, je n'ai pas dit ces mots à Olivia depuis la mort de Catherine, avoua-t-il, le dos tourné. Pas à voix haute,
et certainement pas en langue des signes. Pourquoi? Il se retourna sa maîtrise vacillant. Parce qu'à chaque fois que je la regarde, je vois Catherine. Je vois ce que nous avons perdu, ce que je n'ai pas su protéger. La compréhension naquit dans l'esprit de Méline. L'accident. Vous conduisiez. Pierce hocha la tête d'un geste sec. Verglas. Un camion a fait un tête-à-queue devant nous. J'ai braqué pour l'éviter, mais nous avons heurté la rambarde. Sa voix devint presque clinique. Catherine est morte sur le coup. Olivia était à l'arrière. L'impact a provoqué un traumatisme des nerfs auditifs. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, elle n'entendait plus rien. « Ce n'était pas votre faute, » dit doucement Méline. « Dites ça à ma fille de 7 ans qui s'est réveillée dans un monde silencieux sans sa mère. » Répondit-il, l'amertume au bord des lèvres. Pendant des mois, elle hurlait la nuit. Des cris bruts, terribles. Elle ne pouvait pas s'entendre. Je ne pouvais pas la consoler. La seule chose qui l'apaisait, c'était de dessiner. Elle dessinait des heures, des images sombres et chaotiques que son thérapeute disait refléter son traumatisme. « Et maintenant elle est artiste ?» observa Méline. « Une artiste talentueuse », confirma Pierce une pointe de fierté, perçant enfin. Elle a été acceptée au programme d'art visuel de l'École des Beaux-Arts. Catherine aurait été... Sa voix se brisa. Catherine aurait été si fière. La leçon continua, mais l'esprit de Méline revenait sans cesse aux révélations de Pierce. L'accident expliquait tant de choses sur leur relation brisée, sa culpabilité, son retrait émotionnel, ses tentatives désespérées de réparer la surdité d'Olivia, tout en fuyant la blessure plus profonde entre eux. Plus tard, dans l'après-midi, Méline retrouva Olivia dans un café près du lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Ces rencontres étaient devenues régulières d'abord pour parler des progrès de Pierce en LSF, mais elles s'étaient muées en une véritable amitié. « Alors, » signa Olivia, après qu'elles se furent installées avec leur boisson, « comment va mon père? » « Toujours aussi mauvais. En fait, il s'améliore, » répondit Méline avec sincérité. « Il est plus assidu que tu ne le penses. » Olivia leva les yeux au ciel. « Il aborde tout comme une acquisition d'entreprise. Il étudie maîtrise, puis passe à autre chose. » Est-ce si mal si cela signifie qu'il apprend à communiquer avec toi? Je le croirai quand je le verrai, signa Olivia, mais Méline perçut l'espoir caché derrière son scepticisme. Il m'a parlé de l'accident aujourd'hui, révéla doucement Méline. Les mains d'Olivia s'immobilisèrent. Il n'en parle jamais. Je crois qu'il porte une grande culpabilité. Il devrait, signa Olivia, ses gestes soudainement plus vifs. Pas pour l'accident, ce n'était pas sa faute, mais pour ce qui a suivi, pour avoir disparu quand j'avais le plus besoin de lui. Que veux-tu dire? Olivia soupira ses doigts, dansant une série de signes complexes qui trahissaient plus d'émotion que son visage maîtrisé. Après la mort de maman, papa m'a envoyé dans des internats spécialisés pour enfants sourds. Il venait au week-end pour les parents, toujours avec un interprète. Nous sommes devenus des étrangers. Quand je suis finalement revenu définitivement à 15 ans, c'était comme emménager avec une connaissance polie, pas avec mon père. Méline sentit son cœur se serrer pour eux deux, un père et une fille, séparés non seulement par la surdité, mais aussi par un chagrin qu'ils ne pouvaient exprimer. « Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu avais quitté ton poste dans l'école, » signa Olivia, cherchant visiblement à changer de sujet. Méline hésita, avant de répondre honnêtement. Les coupes budgétaires étaient la raison officielle, mais la vérité c'est que je m'attachais trop personnellement aux élèves sourds. Ma supérieure disait que je devais mettre plus de distance professionnelle. L'expression d'Olivia devint curieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je faisais des choses comme raccompagner des enfants sourds
quand leurs parents les oubliaient ou plaidaient trop énergiquement pour des ressources que l'école prétendait ne pas pouvoir se permettre. Méline haussa les épaules. Peut-être qu'ils avaient raison. Je n'ai jamais été doué pour la distance émotionnelle. C'est pour ça que tu as affronté mon père au gala. Probablement, admit Méline. Ce n'était pas très professionnel. C'était exactement ce dont j'avais besoin, répliqua Olivia. Même si rien ne change avec mon père, toi tu m'as vu. Ça compte. La conversation glissa vers le portfolio artistique d'Olivia et son exposition de fin d'année à venir. En l'écoutant, Méline ne put s'empêcher de remarquer combien le visage d'Olivia s'illuminait quand elle parlait de son travail, la même intensité passionnée qu'elle avait entrevue chez Pierce lorsqu'il évoquait son entreprise. « Tu devrais venir à mon exposition vendredi prochain », signa Olivia. « Elle aura lieu dans la galerie de l'école. »« J'adorerais, » répondit Méline. « Ton père sera là ?» demanda Méline. L'expression d'Olivia s'assombrit. Il a été invité. Il se montre toujours aux événements de l'école, dons à faire mains acérées. Tu connais la chanson. Mais il ne voit pas vraiment ton art, devina Méline. Olivia signa. Il considère que c'est un passe-temps, pas une vocation. Il pense que l'école de commerce de la Sorbonne serait plus pratique que le programme d'art visuel. Tu lui as dit à quel point l'art est important pour toi. Comment? Nous avons à peine une conversation sur l'heure du dîner. Tu pourrais le lui montrer, suggéra Méline. Ton art parle pour toi. Peut-être qu'il comblera le fossé que les mots n'ont pas su franchir. Le vendredi suivant, Méline arriva à la galerie du lycée international de Saint-Germain-en-Laye, 30 minutes avant le début de l'exposition. L'espace bourdonnait déjà d'activités les élèves, apportant les dernières touches et non-touches à leurs installations. Olivia l'aperçut aussitôt et l'appela d'un geste vers une collection éblouissante de toiles occupant le mur central. Le souffle de Méline se coupa devant cette série des compositions abstraites qui transmettaient une émotion profonde à travers les couleurs et le mouvement. « Olivia, c'est incroyable », signa-t-elle avec sincérité. La pièce maîtresse captivait particulièrement une grande toile divisée en 2 sections. La partie gauche montrait un chaos sombre, zébré de rouge et de noir, tandis que la partie droite révélait une émergence progressive de bleu et d'or, un ordre naissant du chaos. Le cartel indiquait simplement « après le silence ». « C'est à propos de l'accident », signa Olivia, scrutant la réaction de Méline. Le moment où tout a changé. Méline remarqua alors quelque chose qu'elle n'avait pas vu d'abord. Incrusté dans la zone chaotique de mots à peine discernables peints en diverses écritures, sur le côté ordonné des mains, semblant former des signes de la LSF. Les mots sont ceux dont je me souviens avant de perdre l'audition, expliqua Olivia. La voix de ma mère, la musique, les rires, puis les signes de la nouvelle langue que j'ai dû apprendre. Avant que Méline ne réponde, un murmure parcourut la galerie. Jacques Pierce venait d'arriver impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, imposant, une attention immédiate. Le proviseur se précipita pour l'accueillir, le guidant vers un parcours prédéfini parmi les œuvres d'élèves. Le visage d'Olivia se ferma légèrement. « Tu vois toujours le mécène, jamais le père. » Mais alors que le proviseur tentait de l'orienter vers une autre section, un événement inattendu se produisit. Pierce s'arrêta, dit quelque chose qui fit lever les sourcils du proviseur, puis marcha directement vers l'exposition d'Olivia. « Ton père vient par ici », signa vite Méline. Olivia se redressa le visage prudent, tandis que Pierce approchait. Elle ne vit pas ce que Méline remarqua, la manière dont les yeux de Pierce s'écarquillèrent en découvrant réellement les toiles de sa fille, l'éclair de reconnaissance lorsqu'il lut le titre « Après le silence ». Ce qui se produisit ensuite
les stupéfia toutes deux. Devant la foule rassemblée, Jacques Pearce leva les mains et signa lentement, délibérément « C'est magnifique, je suis fier de toi ». Le choc d'Olivia fut visible, ses mains figées le long du corps. Un instant, Méline craignit qu'elle ne réponde pas. Puis les doigts tremblants, Olivia signa « Merci ». Ce fut un échange minime, douloureusement simple comparé aux pensées complexes qu'il désirait exprimer. Mais à cet instant, alors que père et fille se regardaient avec une émotion sans défense pour la première fois depuis peut-être 10 ans, Méline comprit qu'un changement profond venait de s'opérer. Elle ignorait tout comme que ce moment de connexion serait bouleversé avant la fin de la soirée par une révélation qui obligerait les Pearce à affronter la véritable cause de leurs années d'éloignement. L'exposition, continua Olivia, se laissant entraîner à contre-cœur par sa professeure d'art pour parler avec d'autres invités. Jacques Pearce demeura devant les tableaux, les étudiant un à un, avec une intensité qui surprit Méline. « Vous ne m'aviez pas dit qu'elle était si talentueuse », dit-il quand Méline s'approcha. « En fait, si, » répondit-elle. « Vous n'étiez simplement pas prêt à l'entendre. » Il acquiesça légèrement. « Ce n'est pas seulement remarquable pour une lycéenne, c'est extraordinaire, peu importe l'âge. » Il désigna, après le silence, celui-ci, surtout, c'est brut, honnête. Elle essaie de vous dire des choses à travers son art depuis des années, dit doucement Méline. C'était sa voix quand elle sentait que vous ne pouviez pas l'entendre. Les yeux de Pearce restèrent fixés sur la toile. J'ai été un imbécile, n'est-ce pas? Avant que Méline ne puisse répondre, les lumières de la galerie s'adoucirent légèrement, signalant le début officiel de la soirée. Le proviseur se plaça au centre, souhaitant la bienvenue à tous et remerciant les invités spéciaux, particulièrement M. Pearce, dont les généreuses contributions au programme artistique de l'école avaient rendu un tel événement possible. Et maintenant, poursuivit-il, c'est avec un grand plaisir que j'annonce la lauréate de cette année du prix commémoratif Catherine Pearce pour l'excellence en art visuel. Méline vit Olivia se figer de l'autre côté de la salle. C'était clairement inattendu. Cette bourse, créée 5 ans plus tôt par Jacques Pearce en l'honneur de sa défunte épouse, offrait une année complète d'études avancées à l'Institut des Beaux-Arts de Paris après le baccalauréat. Un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Une telle opportunité était à la fois extraordinaire et coûteuse. Cette année, la lauréate a démontré un talent remarquable, une profondeur émotionnelle et une maîtrise technique rare pour son âge. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'annoncer que la bourse revient à mademoiselle Olivia Pearce. Des applaudissements éclatèrent. Olivia resta immobile, le visage figé, dans un mélange complexe de choc, de confusion et d'une colère à peine contenue. Tous les regards se tournèrent vers elle, attendant qu'elle s'avance. Au lieu de cela, elle fit brusquement demi-tour et quitta rapidement la galerie. Le proviseur hésita, jetant un regard incertain à Pearce. Après un moment gênant, celui-ci s'avança avec aisance. « Merci de votre patience, » dit-il à la foule. « Ma fille est naturellement bouleversée, veuillez m'excuser. » Il suivit Olivia hors de la galerie, laissant derrière lui un murmure de perplexité. Méline hésita à peine avant de les suivre. Elle les trouva dans une salle de classe vide au bout du couloir. Les mains d'Olivia s'agitaient à toute vitesse, furieuses, à un rythme que Pearce débutant ne pouvait évidemment pas suivre. « Comment as-tu pu, signait Olivia, utiliser le nom de maman comme ça sans même me le dire, prendre des décisions sur mon avenir sans me demander ?»
Pierce lança à Méline un regard impuissant lorsqu'elle entra. « Je ne comprends rien quand elle signe aussi vite. » Méline s'avança. « Elle est en colère parce que vous avez créé une bourse au nom de sa mère sans en parler avec elle, et que vous prenez des décisions sur son avenir sans son avis. » L'expression de Pierce se durcit. « Je pensais qu'elle serait ravie. C'est une opportunité prestigieuse. » « Je ne veux pas aller à Paris, » signa Olivia, avec véhémence, Méline, traduisant à voix haute. « J'ai été acceptée à l'école des beaux-arts. J'ai planifié cela depuis des années, et toi tu décides sans me demander que je devrais passer un an ailleurs. L'école sera toujours là après. » « Ce n'est pas la question. » Les signes d'Olivia fendèrent l'air cinglant. « Tu as fait ça toute ma vie. Décider ce qui est le mieux pour moi sans jamais me demander ce que je veux. Je suis ton père. C'est mon rôle de... De quoi? Me contrôler, m'expédier, quand ça t'arrange. D'abord tous ces internats spécialisés. Et maintenant, Paris. » Pierce tressaillit, comme frappé. « Ces écoles étaient pour te donner la meilleure éducation possible, vu ta situation. » « Ma situation ?» Les yeux d'Olivia flamboyèrent. « Hey, tu veux dire ma surdité, ou le fait que tu ne supportais plus de me regarder après la mort de maman. » L'accusation brute resta suspendue dans l'air. « Ce n'est pas vrai, » dit Pierce d'une voix creuse. « N'est-ce pas? » Les mains d'Olivia tremblaient en signant. « Tu m'as envoyé loin pendant 9 ans, papa. 9 ans. Tu venais au week-end par an, avec tes interprètes et ton sourire forcé. Puis tu disparaissais, encore. Tu sais ce que ça fait? Avoir 7 ans, devenir sourde, perdre sa mère, et être abandonné par son père aussi. » Méline traduisit fidèlement le cœur serré pour eux deux. « J'essayais de te protéger, » dit Pierce, sa maîtrise se fissurant. « Je pensais que ces écoles spécialisées t'apporteraient ce que je ne pouvais pas. » « Qu'est-ce que tu ne pouvais pas m'apporter ?» exigea Olivia à travers la traduction de Méline. « De la compréhension. » Le contrôle de Pierce céda, enfin. « Je ne comprenais pas ce que tu traversais, Olivia. Je ne pouvais pas t'aider chaque fois que tu essayais de me dire quelque chose, et que je ne comprenais pas chaque fois que tu pleurais, et que je ne pouvais pas te consoler. C'était comme te perdre une seconde fois. » Ces mots restèrent suspendus bruts, chargés d'une décennie d'émotions refoulées. « Alors, au lieu d'apprendre à me parler, » signa Olivia plus lentement maintenant, « tu m'as envoyé loin et tu as jeté de l'argent sur le problème. » Pierce ne répondit pas tout de suite. Quand il parla enfin, sa voix était basse. « Je sais ce que ça donne comme impression. Mais Olivia, je ne t'ai pas envoyé loin, parce que je ne voulais pas de toi. Je t'ai envoyé loin, parce que j'avais peur de te faire encore plus de mal en te gardant près de moi. Pire que l'abandon. » Il hocha la tête, les yeux brillants. « J'étais brisé après la mort de ta mère, noyé dans la culpabilité à peine capable de fonctionner. Je me suis convaincu que tu serais mieux avec des professionnels qui comprenaient la surdité, qui pouvaient t'offrir une communauté que je ne pouvais pas te donner. » « J'avais besoin de mon père, » signa Olivia, les larmes dévalant ses joues. « Pas d'une communauté, pas de spécialiste, juste de toi. » Pierce fit un pas vers elle, puis s'arrêta, l'incertitude marquant chaque ligne de son corps. « Je ne savais pas comment être ce dont tu avais besoin. »« Tu n'as pas essayé, » signa Olivia, mais sa colère faiblissait, remplacée par un vieux chagrin. « Tu as raison, » admit Pierce. « J'ai choisi la lâcheté. Et quand enfin tu es revenu à la maison, nous étions devenus des étrangers. Je ne savais pas comment combler ce fossé. » Olivia observa attentivement le visage de son père. « C'est pour ça que tu apprends la langue des signes maintenant, pour combler ce fossé. » « Oui, » répondit-il simplement.
Un long silence s'étira entre eux, chargé d'une décennie de malentendus et de rendez-vous manqués. Enfin Olivia signa. « La bourse. Tu l'as vraiment créée pour maman. » Pierce hocha la tête. Elle a toujours cru que l'art pouvait guérir des blessures qu'aucune autre chose ne pouvait toucher. Elle aurait été si fière de ton talent, Olivia. Mais pourquoi Paris? Pourquoi maintenant? Pierce baissa les yeux, puis regarda de nouveau sa fille. Parce que j'ai vu ta lettre d'admission à Harvard, parce que j'ai réalisé que tu allais bientôt partir et que j'avais déjà manqué tant de choses. Parce que... Il hésita, puis poursuivit, avec une honnêteté douloureuse. Parce qu'une partie de moi pensait que si tu étais à Paris plutôt qu'à Cambridge, j'aurais une année de plus pour apprendre à te parler avant que tu ne partes. L'aveu resta suspendu bouleversant dans sa vulnérabilité. L'expression d'Olivia s'adoucit légèrement. « Papa, je n'avais pas prévu de disparaître de ta vie après le lycée. »« N'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « Je ne t'en aurais pas voulu, » murmura-t-il. Méline observa la compréhension naître entre le père et la fille, peut-être la première véritable compréhension qu'ils partageaient depuis des années. « Je ne veux pas aller à Paris, » signa Olivia de nouveau, mais plus doucement cette fois. « Harvard est mon rêve. » Pierce hocha lentement la tête. « Alors ce sera Harvard. La bourse ira à une autre étudiante. » Mais Olivia ajouta. « Peut-être que nous pourrions aller à Paris ensemble un jour. Maman a toujours voulu m'y emmener. » Les yeux de Pierce s'écarquillèrent de surprise, puis se remplirent d'une émotion qu'il ne parvint pas à contenir. « J'aimerais beaucoup. » Hésitant, il leva les mains et signa lentement mais correctement. « Je suis désolé de t'avoir laissé tomber. Je t'aime, Olivia. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Olivia, tandis qu'elle regardait les mains de son père former les mots qu'elle avait attendus si longtemps. Elle fit un pas en avant et le serra dans une étreinte farouche. Pierce la tint contre lui les yeux fermés pour retenir ses propres larmes et souffla un « merci » silencieux à Méline. Celle-ci quitta discrètement la pièce, laissant père et fille dans l'intimité qu'ils méritaient. En regagnant la galerie, elle ressentit une profonde satisfaction, sachant qu'elle avait joué un petit rôle dans la guérison d'une plaie trop longtemps ouverte. 6 mois plus tard, Méline était assise parmi le public lors de la cérémonie de remise des diplômes du lycée international de Saint-Germain-en-Laye, en tant que major de promotion. Olivia prononça son discours en langue des signes, un interprète professionnel prêtant sa voix pour le public entendant. De sa place, Méline voyait Jacques Pierce au premier rang, contemplant sa fille avec une fierté sans réserve. Le discours d'Olivia était éloquent et émouvant, abordant les thèmes de la communication, du lien et du courage nécessaires pour combler les distances. Mais ce furent ces mots de conclusion qui tirèrent des larmes aux yeux de Méline. Dans un monde qui valorise souvent seulement ce qui peut être entendu, j'ai appris que les conversations les plus importantes se déroulent dans le silence, dans l'espace, entre les mots, dans l'art, dans les gestes d'amour qui transcendent le langage. Mon voyage du silence vers l'expression n'aurait pas été possible sans 2 personnes, ma mère qui m'a appris que la musique existe, même pour ceux qui ne peuvent pas l'entendre, et mon père qui a compris que l'amour n'a pas toujours besoin de son pour être compris. Après la cérémonie au milieu des familles, en fête, Méline se retrouva face à face avec les 2 Pierce. « Nous avons quelque chose à te montrer », signa Olivia avec enthousiasme. Elle fit un signe de tête à son père, qui sortit son téléphone et ouvrit une galerie de photos. Les images révélaient un vaste atelier, baigné de lumière naturelle, rempli de fournitures artistiques et de plusieurs chevalets.
Nous avons transformé la véranda de l'aile est en atelier pour Olivia, expliqua Pierce. Elle l'utilisera quand elle rentrera de Harvard. C'est magnifique, dit sincèrement Méline. Et ce n'est pas tout, signa Olivia. Dis-lui, papa. Pierce sourit, un sourire authentique qui métamorphosa son visage habituellement sérieux. J'ai créé une fondation au nom de Catherine, la Fondation Pierce, pour l'éducation et les arts des sourds. Nous financerons des programmes d'art-thérapie, l'enseignement de la langue des signes et des bourses pour les étudiants sourds. Olivia ajouta fièrement. Tout le personnel de la Fondation devra apprendre la LSF sans exception. C'est merveilleux, dit Méline. Vous devez être très fiers. Nous le sommes, répondit Pierce, formant le signe, en même temps que ses paroles. Toujours simple, mais déjà plus fluide qu'autrefois. Et nous aimerions que tu en fasses partie, Méline, comme directrice du programme, si tu es intéressée. Méline resta bouche bée. Directrice du programme, moi. Qui d'autre? Signa Olivia. C'est toi qui nous as appris que la communication ne se limite pas aux mots. Il s'agit vraiment de se voir mutuellement. Méline regarda tour à tour la jeune artiste brillante et résiliente et l'homme d'affaires puissant qui avait enfin appris le langage le plus important de tous et sut immédiatement sa réponse. « Ce serait un honneur, dit-elle en signant et prononçant les mots qui marqueraient le début du prochain chapitre pour eux trois.